Ma femme est revenue de son voyage de 15 jours au Pérou. Elle rayonnait, détendue comme jamais. Pas une seule photo de tout le séjour, juste des notes d'hôtel pour deux. J'ai posé une question et elle s'est figée. Tu sais de quoi Kyle est malade? Elle a couru chez le médecin. Trop tard. Je connaissais le nom de son amant grâce à un dossier d'épidémie des CDC. Il avait déjà infecté des gens auparavant. Maintenant, c'était son tour. Je m'appelle Owen Arlo. 48 ans. Je suis conseiller en politique de santé pour le ministère de la Santé et des Services sociaux ADC. Depuis 15 ans, j'aide à déterminer comment le gouvernement fédéral réagit aux épidémies, aux pandémies et aux questions de biosécurité. Mon travail consiste à relier les points entre les données et les politiques, à voir les schémas avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Je suis doué pour lire entre les lignes des rapports médicaux, des demandes de budget et des briefings édulcorés qui cachent la vérité. Alors, quand Angela m'a envoyé un texto du Pérou, me disant qu'elle était bien arrivée et qu'elle allait se couper du monde pour se concentrer sur la retraite spirituelle, toutes les alarmes dans ma tête se sont déclenchées. Angela et moi sommes mariés depuis 18 ans. Elle a 42 ans, est vive d'esprit comme pas deux et travaille comme consultante principale pour un gros cabinet de conseil. Elle voyage 4 ou 5 fois par an pour des conférences ou des réunions avec des clients. Et elle envoie toujours des photos. Toujours. Cette femme documente sa vie comme si elle tenait un blog de voyage. Les salons d'aéroport, la vue de sa chambre d'hôtel, les dîners d'équipe, même les produits de toilette de luxe. Mais ce voyage? Rien. Juste ce texto froid et ensuite le silence. Elle m'avait parlé de ce truc de leadership à Lima il y a 2 semaines. 15 jours, avait-elle dit, avec 3 autres femmes de son service. Des conneries de team building, de la planification stratégique, peut-être une excursion d'une journée au Machu Picchu si elles avaient le temps. Elle était excitée, n'arrêtait pas de parler de défis de leadership en plein air et de réseautage. Je l'ai aidée à faire ses valises. J'ai repassé ses vestes. Je l'ai conduite à l'aéroport à 5 heures du matin et je l'ai embrassée pour lui dire au revoir. Maintenant, je suis assis à la table de la cuisine, mon café refroidi. J'ouvre notre compte cloud partagé et je regarde les photos. Vide. Complètement vide. Pas une seule photo du Pérou. Les services de localisation? Elle les a désactivés 2 jours après le début du voyage. Ses réseaux sociaux, habituellement inondés de mises à jour, se sont tus dès que son avion a atterri. Mais les relevés de cartes de crédit racontaient une autre histoire. J'ai consulté nos comptes, ce que je ne faisais jamais car nous nous faisions confiance avec l'argent. Les dépenses étaient toutes là. Géolocalisé. Hôtel de luxe à Lima. Un autre à Cusco. Puis un resort de luxe dans la jungle à Urubamba. Soins de spa, dégustation de vin, massage en couple. En couple. Je me suis adossé à ma chaise, laissant ce mot s'imprégner. Les confirmations de réservation d'hôtel étaient encore dans son email, synchronisées avec notre ordinateur. J'ai cliqué dessus, la main ferme même si mon pouce emballait. Chaque réservation indiquait 2 personnes. Monsieur et madame. Arlo, disait le formulaire. Sauf que j'étais en Virginie, et que monsieur Arlo profitait apparemment de dîner aux chandelles et de séances de yoga au lever du soleil au Pérou. J'ai ouvert l'organigramme de l'entreprise qu'elle m'avait envoyé il y a quelques mois quand elle a rejoint le nouveau service. J'ai fait défiler les noms jusqu'à ce que je le trouve. Kyle Sheffield, collaborateur junior, 34 ans, diplômé de Princeton, 6 mois dans l'entreprise. Angela l'avait mentionné 2 fois. Les 2 fois, elle l'avait dépeint comme prometteur mais vert. Assez vert pour passer 15 jours au paradis avec ma femme. J'imagine que je n'ai rien senti venir. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas frappé un mur ou ne l'ai pas appelé en hurlant. J'ai passé trop d'années dans la gestion de crise pour réagir sans connaître les faits. Au lieu de cela, j'ai fait plus de café, j'ai ouvert mon ordinateur portable professionnel et j'ai commencé à creuser. Voilà ce qui se passe quand on travaille dans la politique de santé publique depuis plus de 20 ans. On se fait des relations. Des contacts au CDC, des amis au NIH, d'anciens collègues qui sont passés dans le secteur privé de la biosécurité, des gens qui vous doivent des faveurs, des gens qui vous font confiance, des gens qui comprennent que parfois, les informations doivent circuler discrètement. Et le nom de Kyle Sheffield avait déjà croisé mon bureau. Kyle Sheffield n'était pas juste un collaborateur junior qui avait eu de la chance avec ma femme. Il y a 3 ans,
son nom figurait dans un briefing confidentiel des CDC que j'avais consulté dans le cadre d'un groupe de travail sur la transmission des maladies à l'échelle internationale. J'ai extrait les fichiers d'archives de mon disque sécurisé, des documents que la plupart des gens ne verraient jamais sans autorisation. Il s'agissait d'une start-up de biotechnologie en Équateur où Sheffield avait travaillé comme coordinateur logistique pendant une année sabbatique avant d'entrer en école de commerce. Il menait des essais non autorisés de médicaments expérimentaux, rognant sur la sécurité, utilisant des locaux comme cobayes. Quand l'épidémie s'est déclarée, 47 personnes sont tombées malades. 6 sont décédées. Le gouvernement équatorien a fermé l'entreprise, et les CDC sont intervenus parce que 2 chercheurs américains avaient été exposés et étaient rentrés aux États-Unis avant de présenter des symptômes. Sheffield était une personne d'intérêt, non pas parce qu'il avait fait quoi que ce soit intentionnellement, mais parce qu'il avait falsifié des registres de quarantaine pour dissimuler son voyage de retour aux États-Unis après avoir été exposé. Il avait menti sur ses déplacements, menti sur ses symptômes, embarqué sur des vols internationaux alors qu'il était potentiellement contagieux parce qu'il avait des entretiens d'admission à l'école de commerce qu'il ne voulait pas manquer. L'enquête avait conclu qu'il avait eu de la chance et n'avait pas été infecté, mais le schéma était clair. Kyle Sheffield passait avant tout. Tant pis pour les conséquences. L'affaire s'était réglée à l'amiable. La boîte avait versé des millions. Sheffield avait signé un accord de confidentialité, s'était engagé à ne plus jamais travailler dans la recherche pharmaceutique, et avait disparu dans le monde du conseil aux entreprises, où les vérifications d'antécédents ne sont pas aussi poussées. Et maintenant, il couchait avec ma femme au Pérou, sans probablement toujours rien avoir à foutre des autres. J'ai imprimé les pages dont j'avais besoin, en barrant les informations confidentielles, mais en m'assurant que les éléments importants restaient lisibles. Puis, j'ai passé 3 coups de fil. D'abord, j'ai appelé une vieille copine du département des migrations mondiales et de la quarantaine du CDC. On avait bossé ensemble sur des plans de pandémie, et elle m'en devait une depuis que je l'avais aidé à obtenir des fonds pour son service l'année dernière. Owen, a-t-elle dit en décrochant. Ça fait une éternité. Quoi de neuf? Je suis allé droit au but. J'ai besoin des dernières alertes sanitaires pour le Pérou, en particulier Cusco et la vallée sacrée. Quelque chose ces 2 derniers mois à propos de parasites ou de trucs qui se transmettent par l'eau. Elle a hésité. C'est précis. Simple curiosité, ai-je dit. Un pote y va. Tu vois ce que c'est. Elle voyait. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un email avec un résumé. 2 alertes. La première concernait une giardiase résistante aux médicaments qui se manifestait chez des touristes ayant séjourné dans des lodges dans la jungle près d'Urubamba. La seconde était une infection fongique rare due à de mauvais systèmes d'eau dans des hôtels de luxe qui recyclaient l'eau sans la purifier correctement. Les 2 signalaient que toute personne ayant séjourné dans ces régions au cours du dernier mois devait se faire examiner au plus vite. Mon deuxième appel était pour un avocat que j'avais utilisé pour des procès sur la politique de santé. On a parlé pendant 15 minutes de contrat de mariage, de protection des biens et de la formulation de l'accord qu'Angela et moi avions signé avant de nous marier. La clause d'infidélité était béton. Si l'un de nous avait une liaison et que c'était prouvé, l'autre héritait de tout. Angela avait insisté là-dessus, disant que c'était une question de respect mutuel et de responsabilité. C'est marrant, quand on y pense. Le troisième appel était pour mon assureur. J'ai posé des questions sur la couverture santé-voyage, en particulier si notre police couvrait les soins d'urgence pour les maladies tropicales si quelqu'un avait menti sur le fait que le voyage était pour le travail. S'ils ont menti sur les formulaires, a-t-il dit prudemment, la couverture est nulle. La fraude annule le contrat. Hypothétiquement, ai-je dit. Il a acquiescé. J'ai raccroché et j'ai regardé le calendrier. Angela devait rentrer dans 3 jours. J'avais 72 heures pour me préparer, et je n'allais pas en perdre une seule. Le truc avec la gestion de crise, c'est ça. On ne se contente pas de réagir. On planifie. On construit des murs. On documente tout. Et quand le moment est venu, on frappe fort. Angela pensait rentrer à la maison et retrouver un mari qui n'y voyait que du feu. Elle se trompait. Angela est rentrée jeudi soir, elle avait l'air de sortir d'un spa, pas d'une retraite professionnelle. Bronzée, détendue, avec un petit quelque chose de nouveau dans sa démarche. Elle a posé ses bagages et m'a souri comme si de rien n'était. Mon Dieu, ça fait du bien d'être à la maison, a-t-elle dit en s'étirant. Je suis claqué, mais c'était génial. Tellement d'épanouissement. J'étais à la table de la cuisine, et je la regardais. Bienvenue.
Elle m'a embrassé sur la joue, comme une colocataire, et s'est dirigée vers le frigo. Je meurs de faim. Tu as mangé? J'ai préparé le dîner, ai-je dit. C'est au four. Son visage s'est illuminé. T'es le meilleur. Je vais prendre une douche d'abord. Je me sens crade. Elle est montée. J'ai entendu l'eau couler, elle fredonnait. 15 minutes plus tard, elle est descendue en vêtements confortables, les cheveux mouillés, l'air revigoré. On s'est assis l'un en face de l'autre. Je lui avais préparé son plat préféré, poulet au citron et légumes. Elle a mangé comme si elle mourait de faim, me racontant des histoires de team building et de sessions de planification. Pas de nom, pas de lieu, juste du blabla d'entreprise. Comment était l'hôtel, ai-je demandé. Magnifique, a-t-elle dit. En plein dans les montagnes. L'altitude a été rude au début, mais on s'y est habitué. Elle a cligné des yeux. L'équipe, on était 4, c'est ça? J'ai dit, l'équipe de direction? Elle a hoché la tête, en mangeant. Sarah, Jennifer, Michel et moi. C'était sympa de traîner ensemble en dehors du bureau. J'ai laissé le silence s'installer pendant une seconde. Puis, j'ai fait glisser une photo sur la table. C'était une photo du compte Instagram de l'hôtel. Une pub pour leur offre de suite nuptiale. La même suite que celle qu'elle avait réservée. Angela l'a regardée, sa fourchette s'immobilisant à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton hôtel? Ai-je dit calmement. L'Inker Osianda Urubomba. 5 étoiles. Escapade romantique. Elle a reposé la fourchette lentement. Owen, je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu peux, ai-je dit. Mais d'abord, j'ai besoin de te demander quelque chose. Elle a dégluti avec difficulté. D'accord. Je me suis penché en avant, gardant une voix calme. Tu sais de quoi Kyle est malade? La couleur a complètement disparu de son visage. Sa bouche s'est ouverte et refermée. Quoi? Kyle Sheffield, ai-je dit. Ton collaborateur junior. Ton compagnon de voyage. Tu sais de quoi il est malade? Je ne sais pas. Il n'est pas. Elle s'est levée rapidement, faisant grincer la chaise. De quoi tu parles? Il n'est pas malade. Je le connais à peine. Angela, ai-je dit, sans hausser la voix. Pas besoin. Tu sais de quoi il est malade. Elle m'a regardé fixement. Et j'ai vu son cerveau en train de travailler. Les mensonges qui se tissaient, puis se brisaient. La réalisation soudaine que j'en savais beaucoup trop. Il faut que je passe un coup de fil, murmura-t-elle. Non, répondis-je. Il faut que tu voies un médecin demain matin. Dès la première heure. Ses mains tremblaient. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, dis-je. Mais toi, peut-être. Elle arracha son téléphone du comptoir, les doigts engourdis en composant le numéro. Je la regardais essayer le numéro de Kyle 3 fois. Directement sur la messagerie vocale à chaque fois. Il ne répond pas, dit-elle, sa voix montant d'un cran. Pourquoi il ne répond pas? Je me levai, débarrassant mon assiette. Des mouvements lents et assurés. Tu devrais peut-être te reposer. Grosse journée demain. Owen, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je la regardai, vraiment, et ne ressentis rien. Tu as fait tes choix, Angela. Maintenant, tu assumes. Angela ne dormit pas de la nuit. Je l'entendis faire les 100 pas dans la chambre d'amis, passer appel après appel. Le numéro de Kyle, ses collègues, quelqu'un des RH. Chaque appel sonnait plus désespéré que le précédent. Au matin, ses yeux étaient rouges et creux. Elle descendit en bas avec les vêtements de la veille, le téléphone serré dans sa main comme s'il la maintenait en vie. Je vais à la clinique, dit-elle. Bonne idée, dis-je, en me versant du café. Tu veux que je vienne? Non. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. S'il te plaît, j'ai peur. Tu devrais, dis-je, sans même lever les yeux de ma tasse. Elle partit sans un mot de plus. J'attendis que sa voiture soit partie, puis j'appelai l'avocat avec qui j'avais parlé il y a 2 jours. Elle est en train de faire les tests, lui dis-je. On devrait avoir les résultats demain, et le contrat de mariage prêt à être signé dès qu'on aura la documentation. Vous êtes sûr de ça? Je repensais à Angela qui riait avec Kyle dans ce hamac,
aux reçus d'hôtel, aux photos effacées, aux 15 jours de mensonges. J'en suis sûr. Angela revint 4 heures plus tard, pâle et silencieuse. Elle alla directement à la salle de bain, et je l'entendis vomir. Quand elle sortit, elle avait pris 10 ans. Ils font des analyses, dit-elle, sa voix rauque. Panel complet. Maladie tropicale, infection parasitaire, tout. Résultat dans 48 heures. J'acquiesçai. Et Kyle? Son visage se tordit. Ses numéros sont coupés, son adresse email professionnelle n'est plus valide. J'ai appelé son bureau, et ils ont dit qu'il était en arrêt maladie pour une durée indéterminée. Ils n'ont rien voulu me dire d'autre. Arrêt maladie, répétai-je. Intéressant. Qu'est-ce que tu as fait, murmura-t-elle. Comment tu as deviné? Je finis par la regarder droit dans les yeux. Je sais que, il y a 3 ans, Sheffield a été impliqué dans une épidémie en Équateur qui a tué 6 personnes. Je sais qu'il a falsifié des documents de quarantaine et menti aux enquêteurs fédéraux. Je sais que c'est mon boulot de savoir ces choses-là. Angela, j'ai lu les briefings. J'ai vu son nom. Je m'en suis souvenu. Ses jambes semblèrent la lâcher. Elle s'effondra sur le canapé, cachant son visage. Tu es parti au Pérou avec un homme qui a des antécédents prouvés d'exposition imprudente à des maladies infectieuses, continuai-je. Tu as séjourné dans des hôtels avec des problèmes de contamination connus. Vous avez partagé de la nourriture, de l'eau, probablement beaucoup plus que ça. Et tu es rentré en pensant que je ne remarquerais rien. Je ne savais pas, sanglota T.L. Je jure que je ne savais rien de tout ça. Tu savais que tu me mentais. C'était suffisant. Elle leva les yeux, du mascara coulant sur ses joues. Tu divorces? Ça dépend, dis-je, de ce que diront les tests, de ce que diront les avocats, de beaucoup de choses. J'ai fait une erreur. J'ai été stupide. Je me sentais délaissé, et il a fait attention à moi, et j'ai juste... Angela, l'interrompis-je. Je me fiche de tes raisons. Je me soucie des conséquences. Mon téléphone vibra. Un message de mon contact du CDC. J'ai eu tes résultats plus tôt. Appelle-moi quand tu peux. Ce n'est pas bon. Je levai l'écran pour qu'Angela puisse voir l'aperçu. Son visage devint blanc. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle. Ça veut dire, dis-je, en me levant et en me dirigeant vers mon bureau, que tu devrais probablement appeler ton propre avocat, parce que ça vient de devenir beaucoup plus compliqué. Je fermai la porte derrière moi, la laissant seule avec sa panique. Demain, les résultats des tests arriveraient. Demain, elle comprendrait exactement à quel point elle s'était trompée. Demain, elle réaliserait que ces 15 jours de paradis lui avaient tout coûté. Mais aujourd'hui, maintenant, j'avais des coups de fil à passer et des documents à classer. Parce que, concernant les conséquences, il faut savoir une chose, elle se fiche que tu sois désolé. Les résultats des tests arrivèrent par email sécurisé à 7 heures du matin. Je l'ai lu 2 fois avant même qu'Angela ne se réveille, assis à mon bureau avec un café qui refroidissait à côté de moi. Giardia lamblia, souche résistante aux médicaments, infection active. La fenêtre d'exposition estimée correspondait exactement à ces dates au Pérou. Traitement nécessitant au moins 12 semaines avec surveillance des complications chroniques. Le rapport signalait également une élévation des enzymes hépatiques, compatible avec une exposition toxique due à des systèmes d'eau contaminés. Mes propres résultats, obtenus par précaution, étaient négatifs. On n'avait pas été intime depuis son voyage, ce que j'avais délibérément manigancé en prétextant un épuisement dû au travail et en prétextant dormir dans mon bureau la plupart des nuits. J'ai transmis les 2 rapports à mon avocat avec ce simple message, documentation confirmée. Lancer le protocole de protection des actifs. Quand Angela est finalement descendue, elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Elle a vu mon visage et s'est arrêtée sur le seuil. Tu les as, a-t-elle dit. Pas une question. J'ai retourné mon ordinateur portable pour qu'elle puisse voir l'écran, je l'ai regardé lire les termes médicaux, je l'ai vu s'effondrer à mesure que la réalité la frappait. Je suis malade, a-t-elle murmuré. Tu es infecté, ai-je corrigé. Il existe un traitement. C'est gérable. Mais oui, tu as ramené exactement ce que je pensais que tu ramènerais. Elle s'est effondrée sur une chaise, fixant le vide. C'est grave, comment? Ça dépend. Si tu as de la chance, 12 semaines de médicaments et c'est fini. Si tu n'as pas de chance,
des problèmes digestifs chroniques pendant des années, des lésions hépatiques possibles. La souche résistante aux médicaments complique les choses. Et toi, tu n'as rien. Il va falloir que ça reste comme ça, ce qui veut dire logement séparé à partir d'aujourd'hui. Sa tête s'est redressée brusquement. Quoi? J'ai sorti le dossier que mon avocat avait préparé. Contrat de mariage, passage souligné, document de dissolution déjà rédigé et prêt à être signé. Tu as brisé la clause d'infidélité. Tu as attrapé une maladie en trompant. Tu as utilisé notre argent pour le voyage. Ça fait 3 fautes, Ange. Owen, s'il te plaît. J'ai continué. J'ai déjà transféré la moitié de nos comptes joints dans un endroit sûr. La maison est à moi ou je l'ai achetée avant qu'on se marie. Ta retraite reste à toi. Le reste? Partagé comme tu le voulais dans le contrat. Avec quoi je vais me battre, ai-je demandé. Tu vas te faire virer, Angela. Les RH m'ont déjà appelé hier au ton contact d'urgence parce que le congé maladie de Kyle a déclenché une enquête. Ils ont trouvé l'hôtel, les faux justificatifs de dépenses. Ils savent que tu as menti sur la retraite. Son visage est devenu gris. Ils ne peuvent pas me virer pour ça. Pour fraude? Avoir menti sur les dépenses? Si, ils peuvent tout à fait. Et ils le feront. Je me suis levé, j'ai pris ma mallette. J'ai des réunions à DC aujourd'hui. Quand je rentrerai ce soir, je veux tes affaires dans la maison d'amis. On vit séparément jusqu'au divorce. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Je ne te mets pas à la porte. Je me protège pour ne pas tomber malade et être poursuivi. Mon avocat t'appellera au sujet du calendrier. Démerde-toi pour trouver ton propre avocat. Je me suis dirigé vers la porte. Elle m'a interpellé. La voix brisée. Et Kyle? Il était au courant. Il a fait ça exprès? Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte. Kyle Sheffield a disparu il y a 3 jours. L'appartement est vide. La voiture a disparu. Le téléphone est mort. Soit il est mort, soit il s'est enfui. Tu l'as bien cherché. J'ai demandé à quelqu'un de vérifier. Courtoisie professionnelle. J'ai ouvert la porte. Mais écoute bien ça, Angela. Kyle s'est servi de toi. Peut-être qu'il connaissait les risques et qu'il s'en fichait. Peut-être que c'est juste un connard. De toute façon, il est parti. Tu es coincé avec ça. Où est-ce qu'il est? Est-ce que ça a de l'importance, ai-je demandé. Il ne reviendra pas. Il ne t'aidera pas. Tu es seul dans cette histoire. Je l'ai laissé là, je suis allé à ma voiture, j'ai conduit jusqu'au travail comme si c'était un jeudi comme les autres. Pour moi, c'était le cas. J'ai documenté l'exposition, protégé mes biens, entamé la procédure de divorce. Tout se déroulait exactement comme prévu. Angela pouvait pleurer autant qu'elle voulait. Les pleurs ne changent pas les résultats des tests. Ma nièce Emma a appelé ce soir-là, la voix serrée. Elle a 23 ans, c'est la fille de ma sœur, elle étudie la santé publique à Georgetown. On est proches. Oncle Owen, a-t-elle dit, j'ai entendu parler de tante Angela. Maman m'a raconté. Je suis vraiment désolé. C'est compliqué, ai-je dit en me garant sur le parking du restaurant où je rencontrais mon avocat. C'est vrai qu'elle est tombée malade au Pérou? Ouais. Une pause. Le truc, c'est que je dois te dire quelque chose à propos de Kyle Sheffield. J'ai coupé le moteur, je me suis redressé. Tu le connais? On est allé à Princeton ensemble. Pas la même année, mais on s'est croisés à des fêtes. Il avait une réputation. Quel genre de réputation? Emma a hésité. Il s'attaquait aux femmes plus âgées, mariées, riches. Comme un jeu. Il couchait avec elles, se faisait payer des trucs, puis les larguait quand il s'ennuyait. Mes mains se sont crispées sur le volant. Des histoires de maladie? Je ne sais pas. Mais il voyageait beaucoup, se vantait de ne jamais se faire vacciner ou d'être prudent. Il trouvait ça cool. J'ai entendu dire qu'il filait des MST aux gens et qu'il se tirait. Pourquoi tu n'as rien dit? Je n'avais pas fait le rapprochement jusqu'à ce que maman dise qu'Angela était allée au Pérou avec un type du travail qui s'appelait Kyle. Alors j'ai fait une recherche et c'était le même mec. Oncle Owen, je suis désolé. Si j'avais su. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit.
Mais j'ai besoin d'un service. Note tout ce dont tu te souviens sur lui. Les noms, les écoles, les emplois, tout. Tu montes un dossier. Je dresse un profil. Ta tante n'est pas la seule. D'autres pourraient même ne pas savoir qu'elles sont à risque. Emma a dit qu'elle m'enverrait un résumé demain. Après avoir raccroché, je suis resté là, à réfléchir. Kyle Sheffield n'était pas seulement imprudent. C'était un prédateur. Angela est tombée en plein dedans. À l'intérieur, mon avocat m'attendait. Je me suis laissé glisser sur la banquette, j'ai commandé un verre, j'en avais besoin, cette fois. On a un problème, ai-je dit. Angela n'est pas juste stupide. Elle a été ciblée. Il fait ça, lui. Il a haussé un sourcil. Ça arrange ton cas. Si elle s'est fait manipuler par un prédateur, c'est un manque de discernement, mais ça explique pourquoi tout s'est passé si vite. Ça simplifie la rupture. Ça veut aussi dire qu'il faut le signaler au CDC. Si Sheffield voyage en étant infecté, il est une menace. On est obligé de le signaler? Éthiquement, oui. Légalement, c'est plus compliqué. Mais si d'autres femmes sont en danger, je ne vais pas me taire. Il a pris des notes. Ça pourrait se retourner contre Angela. Enquête fédérale, elle va se faire cuisiner. Ses voyages vont être rendus publics. Sa boîte va la virer pour se débarrasser du problème. Je sais, ai-je répondu. Mais c'est plus grand que nous. Il s'agit d'arrêter ce type. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Tu cherches Kyle. Arrête. Il est déjà mort. J'ai montré le message à l'avocat. Il est devenu grave. Transfère ça tout de suite. Ne réponds pas. Qui a envoyé ça? Quelqu'un qui ne veut pas que tu creuses. Ça veut dire que tu approches. J'ai transféré le message et j'ai sorti mes contacts au CDC. Il était temps d'officialiser les choses. Si Kyle Sheffield était vraiment mort, il fallait que quelqu'un retrouve toutes les personnes qu'il avait contaminées avant qu'il ne soit trop tard. Et s'il ne l'était pas, quelqu'un le protégeait. Quoi qu'il en soit, la liaison d'Angela venait de devenir une affaire fédérale. 3 jours après qu'Angela ait emménagé dans la dépendance, ma nièce Emma m'a envoyé un truc qui a tout changé. 27 pages de noms, de dates et d'incidents tirés de toute la vie d'adulte de Kyle Sheffield. Cette femme avant Angela, toute du même genre, mariée, professionnelle, financièrement stable, plus de 35 ans. J'étais assis dans mon bureau, en train de lire les recherches d'Emma. J'étais impressionné. Elle avait retrouvé les réseaux sociaux, LinkedIn, même des photos d'annuaires. Chaque relation était la même. Kyle ciblait une femme ayant un peu d'autorité sur lui, se comportait comme un élève assidu, entamait une liaison, puis disparaissait, laissant un chaos derrière lui. 2 des femmes ont divorcé. L'une a perdu son emploi. Une autre a tenté de se suicider. Emma a trouvé un billet de blog de cette femme, anonyme mais suffisamment détaillé pour être vérifié, la honte, l'isolement, les problèmes de santé après le Costa Rica. J'ai transféré le document à mon contact au CDC. Objet, enquête de santé publique potentielle requise. Elle a appelé dans l'heure. Owen, c'est plus grave que je ne le pensais. Si ce schéma est réel, on est face à de multiples expositions internationales. Je dois en parler à mon directeur. Fais-le, ai-je répondu. Mais garde le nom d'Angela hors de ça aussi longtemps que tu peux. Elle est déjà détruite. Pas besoin de l'humilier publiquement. C'est généreux, vu ce qu'elle a fait. C'est stratégique. Si ça devient un cirque médiatique, mon divorce va devenir moche. Je veux que ce soit propre et discret. Le soir même, Angela a frappé. Elle avait perdu du poids en 3 jours. Ses vêtements flottaient, son visage avait disparu. Les médicaments tapaient fort. On peut parler, a-t-elle demandé. Je l'ai laissée entrer, mais je ne lui ai pas proposé de s'asseoir. Elle est restée debout dans l'entrée, une étrangère. Mon avocat dit que je vais tout perdre. Elle a dit, la maison, la retraite, même mon assurance maladie après le divorce. C'est le contrat de mariage. Owen, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas me payer les soins médicaux seul. Le traitement coûte $2000 par mois. Ma boîte m'a viré hier. Cobra commence le mois prochain, mais je ne peux pas payer les cotisations. Je savais que le licenciement allait arriver.
Malgré tout, l'entendre prononcer m'a procuré une satisfaction sinistre. Tu aurais dû y penser avant le Pérou. Alors, tu vas juste me laisser souffrir? Je vais te laisser vivre les conséquences naturelles de tes choix. Tu es une adulte, Angela. Tu as pris des décisions. Maintenant, tu assumes. J'ai fait une erreur. Sa voix est montée d'un cran. Une stupide erreur, et tu agis comme si j'étais une criminelle. Tu as commis une fraude avec les fonds de l'entreprise. Tu t'es exposé à un risque sanitaire. Tu m'as menti pendant des semaines. Ce n'est pas une seule erreur. C'est un schéma. Elle s'est essuyé les yeux. Et Kyle? Il m'a manipulé. Il m'a ciblé. Ça ne compte pas? Ça ne compte pour rien, ai-je répondu, parce que tu es une adulte qui a choisi d'aller au Pérou. Tu as choisi de partager une chambre d'hôtel. Tu as choisi d'ignorer tous les signaux d'alerte parce que ça te faisait du bien. Le fait que Kyle soit un prédateur n'efface pas ta responsabilité. Mon avocat dit que tu montes un dossier au CDC contre lui. Elle a dit que s'il est inculpé, je pourrais être un témoin. Tu le seras, avec les 7 autres à qui il a fait le coup. Le visage d'Angela est devenu blanc. 7. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le document d'Emma. 7 dont on a connaissance jusqu'à présent. Tu n'es pas spéciale, Angela. Tu es juste la dernière. Elle a lu pendant une seconde, puis a baissé le téléphone. Il a déjà fait ça avant, plusieurs fois. Oui. Et tu savais ça depuis quand? Je m'en doutais depuis le début. J'ai eu la confirmation il y a 3 jours. Ça ne change rien à ce qui nous concerne. Ça change tout. S'il m'a ciblé, si tout ça a été prévu. Je l'ai coupé. Ce qui prouve que tu étais prête à trahir notre mariage, si les circonstances s'y prêtaient. La manipulation ne t'excuse pas. Elle explique juste pourquoi tu étais une proie facile. Elle a tressailli. Tu es cruel. Je suis honnête. Tu as confondu gentillesse et faiblesse. Elle est partie sans un mot de plus. Je l'ai regardée retourner vers la maison d'amis. Les épaules rentrées, comme pour se protéger du froid. Une partie de moi, une infime partie, a eu pitié. Mais la pitié n'efface pas la trahison. Mon téléphone a sonné. Mon avocat. Le CDC ouvre une enquête officielle sur Sheffield. Ils l'ont retrouvé. Il n'est pas mort. Où est-il? Au Mexique, il vit sous un autre nom. Il travaille sur son extradition. Ça va faire grand bruit, Owen. Enquête fédérale, implication internationale, de multiples victimes. Ton divorce ne sera qu'une note de bas de page. Tant mieux. J'ai dit, c'est exactement ce que je veux. Le CDC a annoncé l'enquête vendredi matin. J'ai regardé la conférence de presse depuis mon bureau à DC. Mes collègues s'agitaient autour de moi alors que la nouvelle faisait le tour de tous les grands médias. Les autorités sanitaires fédérales recherchent des informations sur Kyle Sheffield, recherché pour être interrogé dans le cadre de multiples incidents potentiels d'exposition à des maladies en Amérique du Sud. La voix du journaliste était grave. Ils ont montré une photo de Kyle tirée de LinkedIn, souriant et sûr de lui. Mon téléphone a explosé, des collègues me demandant si j'avais vu ça, des amis qui m'envoyaient des textos, ma sœur qui appelait. J'ai ignoré la plupart de ces sollicitations et je me suis concentré sur mon travail. Mon visage est resté impassible, même si le nom d'Angela commençait à apparaître dans l'affaire. Quelqu'un avait fait fuiter l'information, avec autant d'éléments en jeu, c'était inévitable. À midi, les nouvelles locales de Virginie avaient l'histoire. L'épouse d'un conseiller politique de décès parmi les victimes d'un scandale sanitaire. J'ai déjeuné seul, acheté un sandwich que je n'ai pas touché, et j'ai marché dans le National Mall, essayant de comprendre ce qui allait se passer. Ma carrière était assez solide pour encaisser le coup. Ma réputation en souffrirait, mais ce ne serait pas durable. Je jouerais le mari trompé qui avait tiré la sonnette d'alarme concernant un risque pour la santé publique. Angela n'avait pas ce bouclier. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, des cars de presse étaient garés devant chez elle, 2 d'entre eux, les caméras pointées vers la porte d'entrée. J'ai continué à rouler, j'ai garé la voiture chez mon voisin, j'ai traversé son jardin pour arriver chez moi. À l'intérieur, Angela était dans la maison d'amis plongée dans l'obscurité, les rideaux tirés, le téléphone éteint. Ils sont dehors, a-t-elle dit quand j'ai frappé et suis entré. Ils n'arrêtent pas d'appeler et d'envoyer des textos depuis toute la journée.
Quelqu'un leur a donné mon numéro. Ne leur parle pas, lui ai-je dit. Pas sans avocat. Tout le monde est au courant maintenant. Tous mes anciens collègues, mes amis, ma famille. Ma mère a appelé, en pleurant. Elle a dit que je les avais humiliés. Est-ce que c'est le cas? Elle m'a regardé, le visage livide dans la pénombre. N'as-tu plus la moindre once de pitié? J'ai l'honnêteté. C'est mieux que la pitié. La pitié signifie que tu mérites d'être protégé de ce qui va arriver. Ce n'est pas ton cas. Le CDC veut que je vienne pour un entretien. Ils disent que c'est volontaire, mais mon avocat pense que je devrais coopérer. Tu devrais. Une coopération totale. Donne-leur tout ce que tu sais sur Kyle, sur le voyage, sur le calendrier. C'est ta seule carte à jouer. Et après? Après mon témoignage et une fois que tout ça sera fini, qu'est-ce qui va m'arriver? Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Tu recommences à zéro. Tu trouves un nouvel emploi, probablement dans un autre état. Tu reconstruis ta réputation là où les gens ne connaissent pas ton histoire. Tu règles tes problèmes de santé. Tu passes à autre chose. Sans toi. Sans moi. J'ai acquiescé. C'est déjà décidé. Elle a acquiescé lentement, finissant par l'accepter. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit, que j'étais une proie facile. Tu as raison. Je voulais me sentir importante à nouveau. Kyle m'a donné l'impression d'être vu alors que tu avais cessé de me remarquer. Je te remarquais, dis-je doucement. Seulement, je ne répondais plus à tes attentes. Je pensais que le fait d'être présente, de payer les factures, de maintenir une certaine stabilité, c'était suffisant. Apparemment, non. Ça aurait dû l'être, a-t-elle admis. Je le sais maintenant, mais c'est trop tard. Oui, ai-je acquiescé. C'est vrai. Je l'ai laissé là et je suis retourné dans la maison principale. Je suis resté à ma fenêtre, à regarder les cases de presse finir par partir à la nuit tombée. Demain, je ferai une brève déclaration par l'intermédiaire de mon avocat. Professionnelle, compatissante, mais ferme. Oui, ma femme avait été impliquée. Non, notre mariage ne survivrait pas. Oui, je soutenais pleinement l'enquête du CDC. Ensuite, je passerai à autre chose, comme je le planifiais depuis que j'avais trouvé ces notes d'hôtel. Angela pourrait se reconstruire ou s'effondrer. Dans les deux cas, ce n'était plus mon problème. J'avais fait ma part. Signaler la menace, protéger la santé publique, préserver mon intégrité. Le reste n'était que paperasse. 4 mois après le départ d'Angela, j'ai participé à une conférence sur la politique de santé publique à Atlanta. Le discours d'ouverture portait sur le suivi des maladies à l'échelle internationale et sur l'intervention précoce. Mon nom figurait dans le programme en tant que contributeur à une étude de cas sur la détection des schémas d'exposition avant qu'ils ne se transforment en épidémie. Ils n'ont pas mentionné le nom de Kyle Sheffield, mais toutes les personnes présentes dans la salle savaient de quelle affaire il s'agissait. J'ai assisté à la présentation avec un sentiment de revanche. Le dénoncé n'avait pas seulement protégé Angela et les autres victimes. Cela avait mis fin à des expositions futures, fait taire un prédateur qui sévissait depuis des années. Après la séance, une femme est venue me voir. La quarantaine bien sonnée, allure professionnelle, une dignité prudente dans sa façon de se tenir, comme quelqu'un qui avait traversé l'enfer. Monsieur Harlow, dit-elle, je suis Rebecca Torres. J'étais l'une des victimes de Kyle. Au Costa Rica, il y a 5 ans. Je lui ai serré la main. Emma vous a mentionné dans ses recherches. Je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Ne soyez pas désolé. Soyez fiers. Vous l'avez arrêté. Vous avez fait ce qu'aucun d'entre nous n'a pu faire parce que nous avions trop honte de le dénoncer. Elle marqua une pause. Comment va votre femme? Ex-femme? Le divorce a été prononcé le mois dernier. Elle est en Arizona maintenant, elle travaille pour une association à but non lucratif. Elle a bien supporté le traitement médical. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était en rémission. C'est bien. Je ne lui souhaite aucun mal. Je souhaite juste qu'elle ait été plus intelligente. Nous le souhaitons tous, ai-je admis. Rebecca m'a tendu une carte. Il y a un groupe de soutien, des femmes qui ont été ciblées par Kyle. Nous nous rencontrons en ligne tous les mois. Nous nous aidons mutuellement à nous reconstruire. Si votre ex-femme veut un jour se joindre à nous, dites-lui qu'elle est la bienvenue.
Aucun jugement, juste de la compréhension. J'ai pris la carte, sincèrement touché. Je lui transmettrai. Et monsieur Arlo, merci de ne pas l'avoir protégé, d'avoir choisi de révéler la vérité, même si cela a compliqué votre vie. Il fallait du courage pour ça. Après son départ, je suis resté dans le couloir du centre de conférence pendant un long moment. J'avais fait ce qu'il fallait, pas seulement pour Angela, mais pour toutes ces femmes. Cette femme qui avait été des proies, manipulée, infectée et abandonnée. Kyle Sheffield n'aurait plus jamais l'occasion de recommencer. Ce soir-là, j'ai appelé Angela. On ne s'était pas parlé depuis 2 mois. Depuis la signature des papiers du divorce. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Owen, sa voix était méfiante. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui voulait que je vous donne quelque chose. Je lui ai expliqué pour Rebecca et le groupe de soutien. Je lui ai donné les coordonnées. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis, doucement, merci. Comment vas-tu, ai-je demandé, me surprenant moi-même. Mieux. Le médicament a fonctionné. Je suis guéri maintenant. Plus de symptômes. Le boulot est correct. Phoenix est une fournaise, mais supportable. Je suis en train de me reconstruire. Bien. J'ai vu le programme de la conférence en ligne. Ils ont mentionné ton travail sur l'affaire Sheffield. Tu avais raison sur tout. Ouais, ai-je dit. Je suis désolé, Owen. Je sais que ça ne répare rien, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé pour tout. Je sais, et j'accepte tes excuses, mais on ne se remettra toujours pas ensemble. Elle a ri, un son brisé. Je ne demandais rien. J'avais juste besoin que tu le saches. Maintenant, je le sais. On a raccroché peu de temps après. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, une tension que je n'avais même pas conscience de porter. Angela allait s'en sortir. Elle survivrait, se reconstruirait, peut-être même qu'elle s'en sortirait bien un jour. Mais elle le ferait sans moi. Et ça me convenait. Le lendemain, j'ai rencontré mon avocat pour parler d'un fonds fiduciaire, pas pour Angela, mais pour les autres femmes que Rebecca avait mentionnées. Des femmes qui luttaient encore contre des factures médicales, des problèmes de carrière, le désordre émotionnel que Kyle avait causé. Vous mettez en place un fonds pour elle, a demandé mon avocat. Ouais. Don anonyme, petite somme. Ça ne me ruinera pas, mais assez pour aider avec les médicaments ou la thérapie. Elle le mérite. C'est généreux. C'est stratégique, ai-je corrigé. Ces femmes ont contribué à construire le dossier qui a arrêté Kyle. C'était juste un paiement pour leur témoignage. Mais en réalité, c'était plus que ça. C'était savoir que tout le monde n'avait pas ce que j'avais. Tout le monde ne pouvait pas gérer une crise avec de l'argent à la banque et une carrière toujours en cours. Certaines personnes avaient besoin d'aide. Et je pouvais la leur donner. Pas pour Angela. Jamais pour Angela, mais pour les autres qui avaient souffert sans le filet de sécurité que j'avais. Ça ressemblait à de la justice. 8 mois après le départ d'Angela, je suis allé à un service commémoratif auquel je ne m'attendais pas. Kyle Sheffield avait été retrouvé mort dans un hôpital mexicain. Complication due au même parasite qu'il avait transmis aux autres. Karma, diraient certains. Les CDC ont organisé une réunion à huis clos pour ceux d'entre nous qui ont travaillé sur l'affaire. Ils avaient suivi ses mouvements sur 3 continents, trouvé 17 occasions distinctes où il avait exposé des personnes et identifié 12 victimes, dont Angela. L'affaire était close, la menace disparue. J'étais assis dans cette pièce avec un sentiment de satisfaction uniquement professionnel. Kyle Sheffield avait ruiné des vies par imprudence et mensonge. Maintenant, il était parti, et le monde était plus sûr. Après, j'ai conduit jusqu'à la maison des parents d'Angela. Ils avaient demandé à me voir. Une histoire de deuil, de conclusion. Sa mère a ouvert la porte, elle paraissait plus vieille et plus grise que dans mon souvenir. Owen, merci d'être venu. À l'intérieur, son père était à la table de la cuisine. Il s'est levé quand je suis entré, m'a serré la main fermement. Nous voulions nous excuser pour notre fille, pour ce qu'elle vous a fait subir. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit. Si, c'est nécessaire, a dit la mère d'Angela. Nous l'avons élevée correctement. Nous lui avons enseigné le bien et le mal. Ce qu'elle a fait était affreux. Elle se reconstruit, dis-je. C'est ça qui compte, maintenant. Son père acquiesça. On sait qu'elle nous appelle de temps en temps.
Elle se fait aider, elle suit une thérapie, elle travaille là-dessus. On est fier de la façon dont elle gère les choses. Même si on a honte des choix qu'elle a faits, elle a appris une sacrée leçon. J'acquiesçai. C'est sûr. La mère d'Angela versa du café. Personne n'en but. On veut que tu saches qu'on ne te blâme pas pour le divorce. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu t'es protégé, et tu as bien fait. J'apprécie. Est-ce que tu pourras un jour lui pardonner? Son père demanda. J'y réfléchis honnêtement. Je ne pense plus au pardon. Je pense à ce qui s'est passé, au choix qu'on a fait, et au fait d'aller de l'avant. Angela a fait des choix qui ont mis fin à notre mariage. J'ai fait des choix qui ont protégé mon avenir. On vit tous les deux avec ça. C'est le mieux qu'on puisse espérer. Ils acceptèrent ça avec la résignation triste de parents dont la fille avait détruit quelque chose de précieux. Je quittai leur maison et rentrai chez moi en voiture à travers la campagne de Virginie, qui se dorait sous l'automne. Je m'arrêtai à une ferme et j'achetai du cidre de pomme, une tradition que j'avais avec Angela chaque année en octobre depuis 18 ans. Je restai debout sur le parking, la cruche à la main, ressentant le poids de cette tradition qui prenait fin. Mais ça ne me faisait pas mal. C'était juste terminé. À la maison, il y avait une lettre d'Angela dans ma boîte aux lettres. Cachet de la poste, Phoenix. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, puis j'ai changé d'avis. À l'intérieur, une seule page. Son écriture était toujours familière. Astérisque Owen, astérisque. Astérisque j'ai entendu parler de Kyle. Une partie de moi est soulagée qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Une partie de moi se sent coupable de ce soulagement, mais surtout je suis juste reconnaissante, astérisque. Astérisque reconnaissante que tu aies été assez fort pour l'arrêter quand moi je n'y suis pas parvenu. Reconnaissante que tu aies protégé d'autres femmes même après ce que je t'ai fait. Reconnaissante que tu m'aies montré ce à quoi ressemble la vraie intégrité, astérisque. Astérisque même si je ne l'ai compris qu'après t'avoir perdu. Je vais mieux. L'infection est partie, astérisque. Astérisque ma thérapeute dit que je progresse. J'ai rejoint ce groupe de soutien dont Rebecca parlait. On s'aide les unes les autres, astérisque. Astérisque je voulais que tu saches que je profite de ça pour devenir meilleur, pas aigri. Je ne te contacterai plus. Tu mérites la paix et l'intimité, astérisque. Astérisque mais j'avais besoin que tu saches que ton refus de me laisser me détruire m'a sauvé la vie. Merci de m'avoir assez aimé pour me laisser affronter les conséquences. Et merci d'être le genre d'homme qui signale les menaces, même quand il est plus facile de détourner le regard, astérisque. Astérisque tu es toujours la meilleure personne. J'aurais juste aimé m'en rendre compte avant de te perdre, astérisque. Astérisque Angela astérisque. Je la relus 2 fois, puis je la rangeai dans un tiroir. Pas comme un souvenir, mais comme la preuve que les gens pouvaient apprendre, pouvaient changer, pouvaient grandir après avoir tout foiré. Angela allait bien s'en sortir. Elle allait se reconstruire, trouver quelqu'un d'autre un jour, vivre une vie différente de celle qu'on avait prévue. Et moi aussi, j'allais bien. Je l'étais déjà, en fait. Ma carrière avait décollé grâce à l'affaire Sheffield. J'avais été promu conseiller principal, à la tête d'un nouveau projet sur la sécurité sanitaire internationale. Ma nièce Emma avait été embauchée par mon service, intelligente et enthousiaste, et pas encore blasée par trop d'années passées au gouvernement. J'avais un bon boulot, des gens bien avec qui travailler, et je me sentais bien de savoir que j'avais fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Certains soirs, je pensais à Angela, je me demandais si les choses auraient pu être différentes si j'avais été plus attentif, plus romantique, tout ce qu'elle voulait. Mais c'était juste une pensée, je ne ressentais rien de particulier. Plutôt une interrogation, pas un regret. Parce que j'avais appris quelque chose. On ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes. On peut seulement se protéger de ce qu'ils font et espérer qu'ils comprennent les choses après que tout se soit effondré. Angela l'a fait, canon, et moi je suis passé à autre chose. C'était suffisant, me semblait-il. Der er en, som lyder af fuld HP, var. Ja, men det er dejligt. Det er dejligt. KS endelig inden. Stadigvæk ikke nogen, der joiner Discord. Sød kat, ja tak. Udopstegn KS grin. Er min hund med egentlig? Bro, min hund er ikke med. Jeg skal lige tilbage og hente min hunde. Disco Karina er et skørt navn. Nej, det er den der sang.
Hvordan har vi kun været live i 4 timer i dag, by the way? Jeg føler, at vi har været live længere. Den TP til dig, når du går på land. Jeg synes lige, jeg har været på land nu. Er jeg tæt nok på nu? Okay, godt nok. Fint nok. Jeg synes, de skulle grine af banger ind i. Sov. Der er seng... men det var fordi, vi er så mange inde nu. Okay, jeg sover også. Sådan der. Vi skal lave noget trading med gutterne her, så de kan ende med at hjælpe mig med at få de achievements, jeg skal bruge. Jeg føler altså ikke, jeg var så langt væk fra min base igen. Hvor mange har jeg med? Hvad fik jeg? 5 dogs. Så har vi 7 af de her dogs nu. Ja, det må du gerne, Cobra. Dogs. Yes, sir. Det er dogs. They got that dog in them. Hvor Mo? Jeg ved faktisk ikke, hvor Mo er. Jeg ved ikke, hvad han laver i dag. Det kan være, han er på arbejde, tænker jeg måske. Der er jo nogen, der har et liv. Det kan ske. Hvordan gik de møde egentlig, hvad hedder det, KS? Så skulle det gerne være sådan lige herover nu. I think. I hope. Jeg føler bare ikke, at det var... Jo, det er den her med. Et liv, hvad er det? Jeg ved det heller ikke. De dukkede ikke op, så det var nemt. Okay, ja, jamen, så kan jeg godt se det. Æg. Jeg skal bruge chicks. Thank you. Jeg har vist også tamet en af de her heste. Hvad er det her? Okay, nice. Jeg brugte hele min arbejdsdag på at sende Uber Eats-invitationer ud. Men det kan også noget. Cobra, der lige har lavet en lille dealer her ved basen. Voluntary exile. Altså, der er godt nok nogle af de her gutter, der mover rigtig... Hvad er det? Det er fandme crazy. Vildskin. Nice car. Nå, lad os få alle mine dogs heroppe, og så sætte dem ned. Så sæt dig ned. Au, hvad laver han? Fang ham. Alle sammen på ham nu. Nå. Gave, så kan det være, at du ikke dør hele tiden. Okay, så kan jeg godt sætte ham derned. Sæt jer ned. Okay, hvad? What? Hvor har han de ting fra? Må du godt cheat, Cobra? What the hell? Nice hacks, det tænker jeg da også. Det er jo kæmpe. Mwah! Det er ikke mine, gav bare æren til mig selv. Hvis er det så? Ja, nu skal jeg lige huske, at jeg hentede monster. Whitelist Nata P. Nå, Freja, det er ikke det, hun hedder, mener jeg. Kasper har prøvet det der navn. Nata P 89. Ja, Nadja Pedersen i 1 kan vi prøve. Whitelist at Nadja Pedersen.